En 2006, quand on avait lancé la charte justement et tous ces travaux, en ligne de fond, en Graal, on va dire, on s'était dit, et le code déontologique, est-ce qu'il ne pourrait pas suivre directement la charte? On s'est rendu compte que c'était un petit peu utopiste et que c'est un code déontologique qui se construit sur plusieurs années. Donc la charte, le renouvellement, ce que l'on vient de valider à l'instant, c'est une première étape. Pendant l'année, on s'est rendu compte rapidement que des repères pouvaient être identifiés et pourraient annoncer les prémices d'un futur code déontologique qui ne va pas se faire en quelques semaines, en quelques mois, peut-être même pas en quelques années, mais en fait, en tout cas aujourd'hui, on vous présente le résultat d'une année de travail sur les différents salons et les différentes rencontres. Là, pour le coup, on va lire. Je rappellerai simplement, dans l'histoire du GAG, il y a eu effectivement la charte en 2006. En 2008, on a eu un vote sur une commission de déontologie qu'on avait décidé de mettre en place en 2008, qui ne s'est jamais mise en place parce qu'on n'avait pas les moyens de la mettre en place. Aujourd'hui, on estime qu'on a les moyens de mettre en place un certain nombre de choses et on commence avec ces premiers repères. L'animateur social facilite l'expression, la communication et le fonctionnement démocratique dans les groupes dont il a la responsabilité et dans les institutions où il intervient. Ce qui implique un travail en partenariat avec tous les représentants sans exclusivité, sans qu'ils soient issus du fonctionnement démocratique et qu'ils perpétuent la démocratie. Dans les groupes, il veille à la participation de tous et il promeut la liberté de chacun dans le respect de tous. Il régule les comportements qui limitent la liberté et perturbent la participation. Donc là, en méthodologie, pour ces points déontologiques, on se proposait, après chaque point, de prendre une ou deux interventions de la salle, de commenter. Est-ce qu'il y a une ou deux interventions sur ce point-là? Oui, c'était juste une remarque par rapport au terme « perturbe ». Je ne sais pas si ça fait écho à certaines personnes aussi. J'ai lu la phrase « il régule les comportements qui limitent la liberté et perturbe la participation ». Et ça fait appel à pas mal de choses en creux. Je ne sais pas trop ce qu'on entend par là. C'est pas forcément extrêmement... Enfin, je ne sais pas ce que ça dit tout à fait. Voilà, c'est un peu... Je suis un peu d'accord avec vous. Ouais. On pourrait simplement mettre qui limite la liberté et la participation. Et sans faire appel à la perturbation. Je me souviens, Voilà, Bernard, du moment où on a dû réécrire ce passage. C'est quelqu'un qui nous a demandé de changer ce passage et je me souviens qu'on était déjà... Oui. Parce que la participation, elle est évidemment perturbée, mais parfois positivement. Enfin, voilà, c'est donc... Alors là, en l'occurrence, il s'agit plutôt de réguler donc, pour les perturbations qui pourraient être embêtantes et qui pourraient empêcher d'autres de s'exprimer. Voilà, mais comme c'est pas précisé, du coup, voilà. C'était juste ma remarque. Non, mais vous avez raison. On pourrait avoir tout à fait, de manière plus simple et plus claire, régule les comportements qui limitent la liberté et la participation. Ça ne donnera pas lieu à interprétation étrange. Ça vous va, comme ça? Voilà. Donc on modifie ça. David est en train de noter ça. Alors une précision, les slides sont estampillés nouvelle charte de l'animation. On est bien passé dans un autre volet sur les repères. Et d'ailleurs, on s'est aperçu qu'on avait noté règles, mais on est plutôt vraiment dans une dimension de repères actuellement, puisqu'on ne pourrait être que dans les règles qu'une fois qu'un code déontologique existera. C'est des repères pour le moment et non pas des règles. Oui. L'animateur social facilite le respect des personnes et de leurs droits. Il leur communique l'information sur leurs propres droits. Il respecte les choix et les opinions des personnes dans la seule limite des lois officielles. Refus de toute forme de ségrégation et discrimination. Il applique et fait appliquer le respect réciproque dans les groupes. Il respecte et fait respecter le droit à l'image, prise de vue et diffusion d'images. Il est tenu au secret professionnel et au respect des confidentialités. L'animateur social facilite l'exercice des droits des personnes. Les droits valent par les possibilités qu'il offre, mais aussi par l'exercice qui en est fait. L'animateur social facilite la mise en exercice des droits, droit à l'expression, à l'information, à la participation, à l'accès aux services, à la culture et aux connaissances. Et oui, cet article a semblé important parce qu'on n'est pas sur... on reconnaît le droit, oui, le droit... mais le défaut qu'on a dans beaucoup de nos structures, c'est qu'il n'est pas appliqué. Et que nous, on doit faciliter l'exercice du droit.
Je pense en particulier au droit de vote. Tous les vieux aujourd'hui ont le droit de vote, y compris les vieux sous tutelle. Depuis la loi Belloubet. Loi Belloubet 2019, oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'établissements où c'est appliqué. Repère suivant, 4. L'animateur social se forme et s'améliore et améliore ses compétences tout au long de sa vie professionnelle. Cette formation permanente se fait par des formations qualifiantes, des développements de compétences, des travaux interprofessionnels et aussi par des échanges avec ses pairs via les réseaux locaux et nationaux d'animateurs et les congrès d'animateurs. Remarque sur cette règle, on en prend 2 maximum? Non, je pense qu'elle pose aucun problème, c'est considérer que ça fait partie du boulot. Repère 5. L'animateur social participe aux formations de ses futurs collègues. Formation initiale permanente en apprentissage. Il les accueille en stage pratique de formation au milieu professionnel et les accompagne dans leur évolution. Selon la formation, ses compétences et les règles du métier, il peut être tuteur et jury, avec accord de sa structure. Il considère les apprenants comme de futurs professionnels, respecte leur personne et refuse toute forme de pression ou de bizutage. Il aide le futur animateur à construire son projet, à développer ses compétences, à acquérir les méthodologies et lui apprend à être critique envers ses propres réalisations pour pouvoir progresser. J'aurais bien rajouté toujours. Mais... Non, c'est pas toujours, c'est tout le temps. On passe à la règle suivante, au repère suivant, pardon, c'est sur la double loyauté. Voilà. C'est la préférée de Bernard. L'animateur social se situe dans une double loyauté, comme toutes les professions de l'intervention sociale. D'abord, la loyauté vis-à-vis de son public et de ses aspirations, et également la loyauté vis-à-vis de sa structure. Il est de la mission de l'animateur de transmettre les aspirations de son public et de faire évoluer les objectifs et le fonctionnement de sa structure vers les objectifs prenant en compte les attentes des personnes et vers un fonctionnement démocratique. On a eu lors des préparations des débats avec quelques directeurs qui disaient « Non, il doit être loyal uniquement vis-à-vis de la structure, le reste je m'en fous ». Non, soyons clairs, il est de la mission du professionnel de faire remonter les demandes. S'il ne le fait pas, il ne remplit pas sa mission, il n'en remplit qu'une seule partie. Et on doit avoir ce mouvement descendant-montant. Les deux sont absolument indispensables. L'animateur social développe des partenariats diversifiés pour favoriser la vie relationnelle, sociale et culturelle des personnes âgées, faciliter la réalisation des souhaits des personnes, partenariat avec des structures locales, territoriales, officielles, des associations culturelles et d'aide sociale, de bénévoles, des fondations, des sociétés apportant des aides. Ces partenariats sont validés par la structure et l'animateur veille à y introduire les éléments de sécurité nécessaires. On passe à la dernière. Dernier repère. L'animateur social est rattaché aux familles métiers des intervenants sociaux, socio-culturels ou socio-éducatifs, selon les secteurs d'activité. Ces objectifs ne sont pas sur la restauration des capacités, ce qui relève des thérapeutes, mais sur le maintien et le développement de la vie relationnelle, sociale et culturelle, et sur l'autonomie sociale. L'animateur reste dans son cadre d'intervention, fait respecter son périmètre d'intervention, tout en facilitant les partenariats et la participation à l'animation, et s'abstient d'intervenir en dehors de son périmètre d'intervention. En particulier, il n'intervient pas dans un acte lié aux soins et aux compétences des soignants. L'animateur ne peut pas être assimilé à un autre cadre, y compris dans son positionnement hiérarchique ou ses appréciations annuelles. Dans une équipe pluriprofessionnelle, l'animateur apporte sa vision de la situation de la personne dans sa vie sociale, ses potentialités repérées et ses souhaits. Un dernier point, c'est pour le suivi de ces repères déontologiques. Il a été décidé, comme en 2008, c'est la suite de ce qui avait été décidé en 2008, de mettre une commission en place qui dépendra uniquement de notre conseil d'administration et qui mettra en place des repères complémentaires et qui mettra en place les moyens de l'interpeller. Donc ça, on en reparlera
Dans les mois qui viennent, vous aurez des informations sur la composition et le rôle de cette commission, sur l'intitulé de cette commission. En 2008, on avait décidé repères en éthique professionnelle et en animation sociale. Ce sera peut-être un autre nom, on n'en sait strictement rien. Ça va être déterminé dans les mois qui viennent. On en reparlera sûrement au prochain congrès.